le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et haut-savoyarde. Et je suis très heureux de retrouver toute mon équipe sur le plateau pour cette nouvelle émission. Salut Justine, comment vas-tu ? Super et toi ? Écoute, ça va très bien avec temps Clément et puis une très belle émission. Encore une belle émission qui nous attend ce soir. Ouais, tout à fait. Voilà, Driss qui va également nous rejoindre dans quelques instants pour accompagner notre équipe qui sera donc désormais au complet. Au programme ce soir, une première partie où nous allons parler trail avec un jeune athlète prometteur, Simon Pacard. Voilà, le jeune prodige de la discipline. Une deuxième partie où nous parlerons aviron avec Johan Lamiral, également un jeune athlète prometteur dans sa discipline. Et enfin, nous terminerons avec les chroniques de Justine et Driss qui vont nous partager les dernières actualités sportives et résultats de nos clubs savoyards ainsi que les rendez-vous à ne pas manquer. Désormais, nous allons commencer cette première partie d'émission. Nous allons échanger trail. Voilà un sujet qui est en vogue depuis pas mal de mois, pas mal d'années finalement. Avant, on parlait course à pied. Désormais, on parle course à pied, mais aussi trail depuis quelques années. Et pour cela, nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau Simon Pacard. Bonsoir Simon, comment vas-tu ? Bonsoir à vous, merci beaucoup, tout va très bien. Je suis ravi d'être là avec vous pour échanger du sujet trail. C'est moi quelque chose qui me passionne, donc merci beaucoup pour votre accueil. En tout cas, merci infiniment. Simon, d'être présent sur notre plateau, ici, sur le plateau de Radio Grand Lac Aix-les-Bains. Simon, pour commencer, écoute, je te laisse te présenter en quelques mots. En quelques mots, du coup, moi, c'est Simon Pacard, j'ai 24 ans, je suis originaire d'Annecy. J'ai fait mes études au Bourget-du-Lac. J'ai fait une licence STAPS, puis un master ingénierie et ergonomie en activité physique au Bourget. Et puis à côté de ça, je suis athlète professionnel en trail depuis quelques années maintenant. Et oui, depuis tu commences à te faire une place, donc ça c'est plutôt chouette, génial. J'aimerais aussi revenir il y a quelques jours, voire même une petite semaine. T'étais sur les sommets. Raconte-nous ça. C'était à l'occasion de la Pyramenta 2025. Ouais, c'était une expérience vraiment folle. Moi, c'était la première année où vraiment j'ai pu skier comme je le voulais. Parce que jusqu'à présent, j'étais en études. Donc, au Bourget-du-Lac, c'était quand même compliqué de pouvoir skier. Fallait vite faire 1 heure de route pour aller soit en Beldon, soit dans les Bauges, quand il y avait suffisamment de neige. Donc là, depuis cette année, j'ai pu emménager au-dessus du Grand Bornand, au Chinaillon. Ah ouais, classe. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ouais. Et j'ai pu skier quand même pas mal, une grande partie de l'hiver. Donc vraiment super. Et puis, on s'était mis comme objectif de fin d'hiver de participer à la Pyramenta avec mon ancien coloc. Ouais. Donc une super expérience. C'était franchement le dernier jour quand tu passes au col de la Forclaz, qu'il y a quasiment 2000 spectateurs qui sont là à t'encourager, c'est quand même quelque chose qui est très très marquant. Donc vraiment une super édition. Après il y a encore beaucoup de boulot parce qu'on voit que c'est une discipline qui est vraiment très technique entre déjà toutes les conversions montées. Oui. Les manipulations, tout ce qui est portage, mettre les crampons, tout ça, les descentes, pareil. Moi, le deal, c'était de prendre aucun risque pour la saison de trail parce que j'ai rien à gagner d'aller jouer des places à l'avant et prendre des risques en descente. Donc voilà, physiquement, on était très bien. En montée, on a pu s'exprimer comme on le voulait. Après, en descente et manip, il y a encore un peu de boulot. Mais voilà, c'était une super expérience et je pense que j'y retournerai dans les années à venir. Il n'y a pas de doute, quoi. C'est vraiment le mythe du ski alpi. National, même mondial peut-être, on pourrait dire, quasiment. L'année dernière, c'était une coupe du... c'était une coupe support des coupes, tout à fait. Et je pense que c'est l'étape... c'est la course reine du ski alpinisme dans le monde. Vraiment, c'est une étape sur 4 jours. Il y a d'autres courses comme ça qui sont très réputées, comme la Mezzalama, le Tour du Rutor, des autres courses comme ça, mais je pense que la Pyramenta, ça reste la course mythique du ski alpinisme. 4 jours, 4 étapes, 10 000 mètres de dénivelé, quoi. Positif. Ouais, c'est ça. Au final, malgré une météo au début qui était pas très, très clémente, on s'en est quand même très, très bien sortis. Ils ont pu réussir à nous faire des belles étapes avec plus de 10 000 de dénivelé au final. Donc,
Et puis courir avec les grands noms aussi de la discipline du trail. Je pense au Grand François Daen qui était à domicile et tant d'autres. Tout à fait, ouais, bah là-bas, il y a les locaux comme Xavier Gachet, William Bombardion. Les pros de la discipline. Les pros de la discipline, c'est ouais, j'ai pu m'entraîner un peu avec eux et même à l'entraînement, ça bronche pas et c'est vraiment impressionnant. Ouais. François aussi, on a pu pas mal s'entraîner ensemble cet hiver, donc vraiment des super moments de partage et d'échange. Et puis ouais, il y avait quand même beaucoup de trailers aussi sur la discipline de la pierre, voilà, des plus expérimentés, d'autres moins, mais voilà, on voit que c'est un sport qui est pour moi très complémentaire au trail. Ouais, notamment comme tu le disais, hein, notamment aussi dans les montées, le travail de dénivelé aussi. Tout à fait, ouais. L'hiver, tu peux accumuler du dénivelé, accumuler des heures aussi sans trop de contraintes. En ski, contrairement à la course à pied, on a quand même beaucoup de traumatisme en course à pied, alors qu'en ski, on a beaucoup moins. À part les descentes, voilà, tu peux vite te faire une grave blessure si tu chutes ou autre, mais ouais, tu peux facilement faire des heures en ski alpi. Du volume. Du volume, ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis, bah, c'est quand même très plaisant d'être en montagne quand tu as des bonnes conditions, d'autant plus, donc c'est chouette. Ouais, bien sûr. Donc ça reflète forcément ton caractère, ta philosophie de participer à ce genre de course, puisque tu restes un jeune montagnard, fougueux, je dirais, pratiquant bien des sports outdoor. Mais surtout, désormais en tout cas, tu es un jeune athlète professionnel, prometteur dans le trail. Raconte-nous finalement comment est venue cette passion. C'est une très bonne question. Et ouais, je pense que ça peut s'expliquer avec une sortie trail avec mon voisin qui m'a emmené faire une sortie à 15 ans, du coup 2015 dans les Bauges, c'était au Trello. Ah ouais, puis, un sommet mythique. Ouais, pour moi ça reste, même si c'est pas le plus haut, c'est pas le plus dur. Je le trouve vraiment très le sympa. passage par là dans les portes, etc. Tout à fait. Ouais. Et en plus, là, ce coup-ci, on était monté par la cascade de Pleven. Ah ouais, technique. Avec une petite ambiance sympa. Ouais. Donc ouais, non, c'était une super rando. Et moi, à l'époque, je faisais du foot. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs et d'aller voir un terrain de jeu plus grand, quoi. Ah ouais, très bien. Vraiment, l'entrée en matière de manière naturelle et spontanée, quoi. La découverte. Je pense c'est vraiment le trail à l'état pur, la montagne, c'est vraiment là où je l'ai découvert. Parce que avant, je courais aussi à côté en faisant du foot, je montais aussi au CM-Nose en aller-retour depuis chez moi, mais vraiment partir comme ça, un peu plus à l'aventure à la journée, ça m'était jamais trop arrivé, donc c'est un peu ce moment-là qui a été un déclic. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, tu as fait des courses, tu as fait des courses de trail même, on peut dire. Voilà, et puis un très bon niveau, d'excellents résultats, je dirais, même très bon, jusqu'à ton intégration dans la structure du Team Matrix, devenu le Team Sidas Matrix. Tout à fait, ouais, moi le trail, j'ai commencé vers 17-18 ans, ça a tout de suite très bien marché, et c'est aussi ce qui a fait que je me suis lancé à fond dedans. Et en 2019, à 19 ans, justement, j'intègre la structure du Team Matrix, qui est à l'époque une structure vraiment novatrice. Ouais, parce que, à la pointe. Ouais, je pense que avec du recul, elle était même trop en avance sur le temps. Je pense qu'aujourd'hui, le trail n'était pas encore prêt à avoir des structures comme on peut le voir en cyclisme, avec des responsables performance, des kinés, toute une structure autour de nous pour nous accompagner au plus haut niveau. Et du coup, moi, c'était une super expérience. Et puis après, c'est devenu le Team Sidas Matrix. Ouais. Sidas est rentré dans l'aventure aussi 2 ou 3 ans après. Et du coup, moi, j'ai fait 6 années dans ce team-là. Vraiment des super aventures, des super moments, que ce soit sur les sentiers ou même en dehors. Et puis, là, du coup, le team a basculé est revenu un peu à la base de ce qu'il était, et puis sur une académie pour former des jeunes. Ouais. Avec une super équipe, avec des jeunes pépites aussi. Donc, hâte de voir ce que l'académie va devenir, ce que les jeunes aussi vont faire. Mais j'ai aucun doute qu'ils iront loin parce qu'ils sont bien accompagnés, et comme nous, on l'était à l'époque. Et oui, parce que toi, finalement, tu as fait l'intégralité du cursus Team Matrix puis Sidas Matrix, jusqu'à, je dirais, entre guillemets, la fin de ce premier chapitre en décembre 24.
finalement, toi, tu es quasiment pas l'un des seuls, mais presque, avec Lucille. Avec Lucille Germain et Anthony Felbert, on est les trois à avoir fait toute l'aventure. Le vrai cursus, quoi. Tout à fait. Un peu la formation, quoi. Formation Matrix. Le bac plus 6. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que franchement, ça fait vraiment rêver. C'est vraiment une structure qui, ouais, on sentait que c'était cadré, structuré, des jeunes pépites, quoi. C'est vrai que, ouais, bah, puissant. On avait, c'était un peu comme une famille. Je pense que déjà les profils ont été recrutés pour qu'on ait toujours un super état d'esprit au sein du team. Vraiment, voilà, personne qui se prenne la tête ou quoi. Donc ça, c'est ce qui a fait que ça a très bien marché. Et puis, ce qu'on est arrivé à faire, moi, je suis hyper respectueux du travail qui a été fait. Là, quand on part cet été à Tignes pour faire un stage en altitude. 3 semaines. 3 semaines, un mois, ouais. Et là, c'était vraiment poussé. On avait Jonas Foro, responsable de la perf, qui était là avec nous tout le stage, qui analysait nos données HRV, nos données d'urine au réveil. Là, il nous disait, là, tu peux aller faire la séance. Là, t'es pas encore si acclimaté. Des protocoles de bain froid, des protocoles d'hypoxie aussi. Enfin, vraiment, on est vraiment allé pousser le truc comme ça peut se faire en équipe de cyclisme, même voire plus. On a pu échanger un peu avec l'équipe Decathlon AG2R qui était à côté, un chalet à côté. Ouais. Et ils disaient qu'il y a des choses qu'on faisait qu'eux ne faisaient pas non plus. Donc, on était arrivé à un point un peu clé et peut-être trop en avant justement sur le trail. Ouais, c'est assez plaisant en tout cas de voir le parcours de chacun, même pendant ces 6 années, le nombre d'athlètes, de jeunes athlètes en tout cas qui sont passés, ça fait rêver quoi. Le nombre de jeunes athlètes qui sont passés, il n'y en a pas 50, mais ceux qui sont passés, ils ont quand même marqué le trail quoi. Ouais, bien sûr. Clairement quoi. Oui. Clairement, c'est vraiment plaisant. Et puis finalement, il y a eu donc je dirais ce pincement au cœur en fin d'année 24, donc c'était il y a pas si longtemps de quitter cette structure pour d'autres horizons parce que comme tu disais, le contexte faisait que c'était un peu le retour aux sources, le retour pour l'académie en tout cas, un peu cet ADN primaire qui revenait sur le devant de la scène. Et toi, t'as continué ton aventure pour aller vers de nouveaux challenges. Dis-nous en plus. Tout à fait. Moi, j'avais déjà en tête après du coup le départ de Baptiste Chassagne fin 2023. Ça m'avait aussi fait réfléchir. Je m'étais dit que c'était certainement la dernière année avec le team, avant même qu'on apprenne que le team allait redevenir son académie. Moi, ça faisait quand même un petit moment que je réfléchissais à partir pour aller vers quelque chose de plus international, pour discuter avec des athlètes internationaux et voir autre chose aussi, parce que même si j'avais rien à envier aux autres teams, je me disais c'est peut-être aussi le moment de sortir de sa zone de confort et d'aller voir ailleurs. Donc voilà, ça a été un peu les recherches à la fin de l'année, et puis en fait tout est allé très vite, tout s'est fait un peu naturellement. Et du coup, là, je suis parti pour 3 années avec le team Salomon International. Ouais, donc, et là, c'est quand même classe, quoi. Là, c'est une super aventure. Merci beaucoup. À l'époque, justement, en 2018, on avait fait une Youth Academy avec Salomon. Je me souviens, On était parti à Hong Kong sur une semaine. Ouais. Et puis, suite à cela, j'avais dit du coup, c'était Greg Vollet qui gérait l'équipe à l'époque. Je lui avais dit, je pense pas forcément signé avec Salomon là à court terme. Il y a le team ce qui allait devenir le team Matrix, Simon Gosselin et Thomas Génichon, qui m'avaient proposé de rentrer dans le team, et je lui ai dit que moi j'allais peut-être plus vers cette structure là, et au final j'ai aucun regret d'avoir fait ce choix là, parce que je pense que j'ai pu grandir sereinement avec le team CIDES Matrix, faire mes bases, pas être trop exposé à la pression trop jeune. Je pense que signer à 19 ans dans une écurie comme Salomon, qui à l'époque encore avait déjà une énorme aura, faut arriver à gérer la pression. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui sont peut-être arrivés trop jeunes et qui sont un peu brûlés les ailes. Donc moi, avec du recul, je suis content d'arriver dans cette grosse écurie à 24 ans, avec du recul, peut-être aussi une meilleure gestion de la pression, et voilà, déjà un passif dans le trail. Je
pense que c'est une bonne chose. Oui, tu permets d'arriver avec des bases solides, des acquis, et puis de savoir aussi ce vers quoi tu veux aller aussi, tes projets de course, tes projets, tes envies, je dirais, dans le trail. On sait qu'il y a plusieurs formats, du format KV, c'est-à-dire de la montée sèche en passant par du 10 km avec un bon ratio type course en montagne, 1000 mètres de dénivelé, en passant par du maratrail, en passant par de l'ultra trail. Il y a aussi de quoi faire. Donc c'est aussi, comme tu dis, de monter crescendo, étape par étape, sans déjà se blesser, se brûler les ailes mentalement aussi. Et puis, de pouvoir être sûr de soi, entre guillemets, quoi. Donc c'est. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a tellement de disciplines en course à pied, en trail, que des fois c'est aussi dur de faire des choix. Moi, il y a une période où je savais plus. En fait, j'étais un peu perdu, je savais plus. Trop de choix. Je savais plus ce que je voulais faire. Si je voulais faire de la course en montagne, si je voulais faire des formats marathon, si je voulais faire de la route. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix. Et aujourd'hui, si le niveau est tellement dense maintenant en trail que si tu veux être vraiment performant, t'es quand même obligé de te tourner vers une distance principale. Ça n'exclut pas le fait d'aller faire d'autres types d'autres distances, mais je pense qu'il faut quand même savoir là où tu vas, si tu veux être performant sur cette distance-là. Et niveau entraînement, donc du coup, tu es toujours suivi par le même coach? Tout à fait, je suis toujours suivi par Simon Gosselin depuis 2019, depuis le début du team. Je souhaitais vraiment le garder parce qu'on a une entente qui est vraiment très très bonne. Il est hyper à l'écoute. Dès que je peux pas faire l'entraînement ou quoi, on ajuste. Puis c'est aussi me maintenir un peu, pas que j'en fasse trop, quoi. Garder un équilibre. Tout à fait. J'ai vite tendance à vouloir en faire un peu trop et il est là pour me rappeler un peu à l'heure de temps en temps. Ce qui est frustrant finalement, parce que des fois on a des pics de forme, je dirais, et puis on aimerait dire allez, je peux faire 3 séances aujourd'hui au lieu de 2, admettons. Et puis finalement, on se rend compte que je sais pas, 2 ou 3 jours après ou une semaine après, on a un pic de moins bien et on se dit mince, j'ai peut-être un peu trop appuyé la semaine dernière et là je le paye, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est un peu ce qui m'est arrivé là cette année en juin. Je pense que je suis arrivé début juin vraiment très très en forme. J'ai couru la tranche du trail, le format marathon où c'était juste une course de prépa et j'y allais pour me faire plaisir. Mais voilà, vu que je me sentais bien, je me suis fait plaisir, on va dire. Et puis je pense que je l'ai payé un peu cash sur le marathon du Mont Blanc fin juin, où là je pense que du coup j'étais plus sur mon pic de forme et plus sur la phase descendante, quoi. Et pourtant, j'ai encore en tête la photo de ton arrivée qui est quand même originale, quoi. Raconte-nous cette arrivée. Cette année, du coup, il y a eu 2 arrivées au Marathon du Mont Blanc. Il y a eu 2023, une super course qui s'est vraiment très, très bien passée. Et là, en fait, j'ai des copains du team Sidas Matrix qui m'avaient fait des pancartes. Et sur la pancarte qu'ils m'ont tendu à l'arrivée, j'ai même pas regardé ce que c'était, donc je l'ai brandi à l'arrivée, mais ça pouvait être n'importe quoi écrit dessus. Et en gros, mon surnom c'est Simpack. Ils avaient écrit mieux vaut un Simpack qu'un 6-pack. Elle est quand même sympa. Vraiment très très drôle. Et puis cette année, c'était une course un peu plus compliquée, on va dire. Mais là, on a un très bon pote qui est décédé en montagne l'année dernière, en fin décembre. Tout à fait. 2023 du coup. Il y a un peu plus d'1 an. Et puis du coup, l'hommage c'était parce que lui il avait fait le marathon du Mont Blanc justement en 2023 avec moi. Et c'était un petit hommage pour lui. J'avais imprimé son portrait en format A3 et on l'a brandi à l'arrivée avec Robin Juliagui, notre trailer. Le fameux peintre du trail. Comme on le surnomme. Franchement, il est pourtant très, très costaud. Il a la bêtise, mais il est très fort. Et donc, désormais, parle-nous un peu de tes objectifs, de ton même planning, je dirais, de course 2025. Et 2025, ça va être divisé en 2 parties, je dirais. La première partie, ce sera plus des formats que je connais, des formats à 40-50 km. Donc je vais aller aux 50 km du Ventoux UTMB fin avril. Et après, je fais Zegama, c'est je pense l'un des marathons trail les plus relevés au monde, qui se passe au Pays Basque, avec une ambiance folie, qui est clairement dingue. Et moi, c'est ce que j'adore. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce mythe qui est Zegama. Et après, moi, ce qui me fait kiffer aussi, c'est de passer des heures en montagne, de profiter des sommets. Donc là, l'idée, ça va être de faire un projet off sur la traversée des Aravis. Exact. 50K, 6000.
ce que avait fait, costaud. ce qui fait un bon ratio, ouais. Où ça va pas trop courir et ça va bien randonner, je pense. Et c'est ce qu'avait fait Anis Rousset-Séguret en 2020. L'année du Covid. Ouais. L'année du Covid, tout à fait. Michel Lannes, non, c'est Michel Lannes l'a fait aussi, mais lui, c'était plus aérien. Lui, il est vraiment resté sur l'arête et il grimpe du 5C sans trop être assuré. Donc, non, ça va vraiment rester trail comme l'a fait Anne-Lise. J'avais à cœur de reprendre sa trace pour que ce soit cohérent. Donc, je vais faire la même trace qu'elle fin juillet pour mon anniversaire. Excellent. Et puis après, ce sera un peu un passage, un FKT de prépa pour la CCC, le 100 km de l'UTMB. De l'UTMB, ouais. Chamonix. Tout à fait. La grande messe du trail. La grande messe du trail. donc voilà, c'est un format que je découvre. 100 km, j'ai jamais fait plus de 55. Mais voilà, je me dis que c'est aussi le moment et il faut y aller un jour. Donc c'est peut-être l'année pour y aller. Et puis pourquoi pas, si les planètes sont alignées, qui sait, sur cette belle place du Triangle de l'Amitié, ça peut être sympa, quoi. Tout à fait, ouais, je vais déjà faire une bonne prépa, bien passer du temps en montagne, bien m'amuser, et puis on verra ce que ça dira fin août. Et surtout que désormais, tu peux t'appuyer sur un grand nombre d'athlètes internationaux, désormais. Tout à fait, ouais, on est du coup dans la structure Salomon, on est 25 athlètes à l'international. Là, on se rejoint tous lundi à Annecy pour présenter les athlètes, parler produits, et puis après on part 10 jours en Corse avec toute l'équipe. Ah ouais, classe. Faire un stage de 10 jours, donc ça va être sympa. Ça va pas être très calme, je pense. Ça va être des dures journées. Ouais, ça va être des dures journées, ouais. Surtout quand, du coup, en ayant fait un hiver sur les skis, en n'ayant pas trop couru. Transition. Il va falloir faire la transition tranquillement. Après, j'ai quand même essayé de courir un minimum pour pas arriver avec 0 km, mais je pense que les premiers jours vont être assez compliqués. Niveau prépa hivernal, du coup, à bloc niveau ski alpi, un petit peu de course à pied. Ouais. Ski de fond peut-être. Prépa hivernal, ski de fond j'aime vraiment bien, mais j'ai fait qu'une sortie cette année. J'ai vraiment maximisé le temps sur les skis de rando. Et après, j'essaie de garder 2 footings au cœur de l'hiver, et puis après j'ai un peu augmenté à la fin de l'hiver. Et en prépa physique, j'avais au moins 2 muscu semaine avec un renfort. Au niveau mollet, tibia, mollet, pied, et puis une PPG, tout ce qui est gainage. Classique, poids de corps, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que la musculation, ça se développe de plus en plus dans le trail, chose qui n'était pas le cas. À l'époque, quand on parlait course à pied, en tout cas, ça faisait partie du programme, mais c'était pas forcément, on va dire, majeur. Et désormais, on se rend compte que c'est ultra important pour le renforcement. Je pense que c'est pas la chose la plus attrayante quand t'es trailer. C'est pas faux. Je pense que tout le monde veut passer du temps en montagne et se dit la muscu, on verra. S'il reste 5 minutes, quand il fera pas beau et quand il y aura peu de temps. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on le voit. Moi, je le vois plus pour la prévention des blessures. Ouais, tout à fait. Toutes les personnes, tous les athlètes qui font de la muscu, ils sont quand même moins sujets aux blessures. Et puis en discutant avec les autres athlètes, ils ont un peu le même ressenti, quoi. Donc, je pense que ça fait partie intégrante de la prépa maintenant. Il faut désormais passer du temps à la salle. Et c'est vrai que c'est super important d'être structuré, comme tu le rappelais d'ailleurs, d'avoir un coach comme toi, bien Simon, qui fait partie des tout meilleurs coachs, qui entraînent des grands noms. Je pense à certains grands noms, entre autres. C'est vrai que c'est important. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'essaie de bien m'entourer, pas avoir trop de monde non plus, mais c'est vrai que ça va vite entre un coach, un préparateur physique, un kiné, un préparateur mental, un nutritionniste. Tu fais de la prép mentale? Ouais, je fais un peu de prép mentale aussi. Pour les points d'ancrage, les avant-courses peut-être? Ouais, il y a de ça. En fait, c'est un peu tout. C'est vraiment un échange avec mon préparateur mental. Ouais. Et puis, on va travailler un peu les aspects que je ressens un peu plus oubliés ou je ressens le besoin. Ou des doutes peut-être d'avant-course ou. Ouais, tout à fait. Tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est stress. Et tu ressens vraiment comment dirais-je, le bénéfice? Cette plus-value? Ouais. Franchement, moi, je le vois déjà au quotidien. Je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, plus serein sur tout ce que je fais. Et puis aussi un peu sur la perf, ici, il y a vraiment des vrais intérêts derrière, je trouve. Ok, génial. Et puis, tu as eu aussi la chance de faire un stage avec l'équipe de France de trail.
tout à fait. C'était en septembre dernier. Raconte-nous. C'était une super expérience dans le Cantal. Ouais. On a passé une bonne semaine là-bas dans le Cantal et c'était malgré la météo qui était un peu capricieuse, on s'est bien amusé. On a pu faire des bonnes séances en groupe. On était une bonne vingtaine, pareil. Ouais. Et dans l'idée de préparer les championnats du monde de cette année. Oui. Les France sont en juillet et les mondes sont fin septembre à Canfranc en Espagne. Moi, l'idée de base était de faire les France de trail court pour potentiellement me qualifier et aller faire les mondiaux de trail court. Après, le plan a changé avec l'intégration dans le team Salomon et d'autres choses. Donc voilà, mais l'équipe de France reste quand même dans un coin de ma tête. Passer une semaine comme ça avec tout ce beau monde, c'est quand même hyper chaleureux et je me dis va quand même falloir essayer d'aller remettre ce maillot qui fait quand même très plaisir. Et oui, j'imagine. Et puis une fierté de l'avoir porté. Ouais, de représenter le pays. Ouais, je l'ai déjà porté en jeune. Ouais. J'ai jamais reporté en adulte. J'ai pas fait forcément beaucoup de championnats de France ces dernières années pour essayer de chercher la qualification, mais c'est vrai que là, ça commence à me manquer. Donc pourquoi pas l'année prochaine pour me qualifier pour les Europes en Slovénie. Une année de transition avec ton nouvel équipementier, ça peut te permettre en effet de prendre d'autres repères. Et puis pourquoi pas en effet l'an prochain te voir sur les France de trail court ou long, selon comment se passe le 100 bornes. Ah ouais, c'est ça. Après là, vu que c'est une année sur deux, en gros les championnats d'Europe, il y a qu'une distance. Il y a pas de trail. C'est pas comme en mondiaux où une année sur deux il y a court et long. Ouais. Quand c'est Europe, il y a qu'une distance qui fait environ 60 km. Ouais. Donc je pense que ça pourrait être qui peut coller, qui peut. Tout à fait, ouais. Et c'est pas trop dur de suivre je pense à des Sylvain Cachard ou autres sur les rassemblements. Sur justement ce stage, de base on avait une séance en montagne, mais ils étaient tellement mauvais qu'on a dû rester sur route sous la pluie. Et on avait une séance justement du seuil sur la route, du tempo de base, mais qui est vite transformé en seuil. Et du coup on a pu faire une bonne séance à l'avant. Et on était tous les trois avec Thomas Cardin et Sylvain. Et oui. Et on a pu bien se tirer la bourre à 3. Non, c'était très rigolo. Et puis ça a bien fini parce que Sylvain il finit sur une belle course à la VO2. Thomas Cardin il gagne l'Endurance des Templiers. Et puis moi je fais une belle course à Nice. Donc ça nous a bien aidé. Ouais. C'est quand même sympa, je pense, de vivre des émotions tricolores en tout cas. Ça fait vibrer. Et puis c'est aussi la récompense déjà de pouvoir le porter, le maillot. Et puis forcément après de briller. Comme on dit parfois, certaines médailles sont transparentes, mais nul doute qu'un jour elles apparaîtront, quoi. Tout à fait, ouais. Je pense qu'il faut savoir prendre le temps, pas vouloir avoir tout de suite. Je pense que c'est bien d'être conscient que il y a quand même besoin de certaines années de travail pour arriver à ce qu'on veut. Donc voilà, c'est normal d'avoir des doutes, mais se remettre en question. Mais je pense que si on est consciencieux, si on fait le travail correctement, ça paye toujours. Donc toi, désormais, ton plan, c'est en fait, c'est vraiment là, objectif trailer pro. C'est vraiment ça, maintenir le cap, quoi. Tout à fait. Après, moi, trailer pro, je l'entends de différentes manières. Je pense qu'on peut être pro, vivre totalement du trail. Moi, c'est mon cas. Ouais. Mais j'ai aussi besoin d'avoir un certain équilibre. J'ai fait du coup des études en développement produit, et si je peux bosser en développement produit à côté pour avoir mon équilibre et pas être tout le temps dans mon côté sportif, athlète, et pouvoir penser à autre chose et rencontrer du monde, avoir du lien social. Voilà, avoir une vraie vie, quoi, pas tout tourne autour du trail. Une autre source d'épanouissement aussi, je pense que c'est hyper important. Après, chacun a sa vie et ses envies, on va dire, mais moi je vois la chose comme ça. Donc, mais c'est bien parce que c'est ce qui permet, comme tu dis, de garder cette fraîcheur, parfois aussi mentale, aussi en lien avec le coaching mental, la prep mentale, que toujours rester dans une sorte de routine, parce qu'on le sait, les entraînements c'est usant, c'est dur. Souvent, comme les cyclistes, je parle notamment des cyclistes parce que c'est très médiatisé, notamment le Tour de France. On voit que, des fois les belles actions, mais il y a aussi, comme dans tout sport, des heures et des heures d'entraînement où on est seul dans sa bulle. Où on se fait mal, où c'est dur, mentalement, physiquement, et finalement il y a personne, on est seul à bord, son premier adversaire c'est nous, et ça finalement c'est usant.
Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, je m'estime très chanceux de pouvoir vivre de ma passion et c'est une réelle chance. Après, c'est sûr qu'il y a des matinées où il faut aller courir sous la pluie, t'as 5 heures à faire, dans le avoir de froid. la fatigue. Des fois, t'as pas très envie d'y aller, c'est sûr. Et ce qui est dur, mais ce qui est à la fois beau dans des sports d'endurance et des sports individuels comme le trail et puis l'aviron, je pense que c'est pareil, même si on court parfois en équipe aussi. C'est que voilà, le résultat il vient que de toi comparé à des sports collectifs comme le foot, le rugby où voilà, tu peux être un jour moins bien, ok, il y a l'équipe derrière qui peut être là pour t'aider. Alors que toi, là, si t'es pas au rendez-vous, tu peux t'en prendre qu'à toi, quoi. Ouais. C'est assez, parfois même cruel, quoi. Ouais, c'est le jeu. C'est vrai. Eh bien, Simon, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, sur notre plateau, ici, à Radio Grand Lac, Aix-les-Bains. On a beaucoup apprécié pouvoir échanger, parler avec toi, échanger trail, parler sur ta passion, mettre en lumière le trail, mais surtout même ton parcours, ton excellent parcours, je dirais, et puis bien sûr qui va faire que de continuer. On te le souhaite, notamment avec ton arrivée au sein de la structure internationale Salomon. Ça promet de belles choses. Nous te souhaitons plein de réussite pour cette nouvelle saison qui va démarrer bien dans quelques semaines désormais, qui a déjà démarré, je dirais, en off, mais qui va démarrer un peu plus sérieux la semaine prochaine. Et surtout fin avril. Et fin avril du côté du Vaucluse. De Vento. Voilà, sur le mythe, sur le géant de Provence, comme on l'appelle. Nous les amis, et bien de notre côté, on lance une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 Partez, après une première partie axée trail avec un jeune athlète de la discipline, le grand Simon Pacard. Eh bien, nous poursuivons l'émission avec notre deuxième sujet du soir où nous allons parler aviron. Et pour cela, eh bien, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Yohan Lamiral, qui est donc athlète dans sa discipline, dans le domaine. Bonsoir, cher Yohan, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Merci infiniment, Yohan, d'être présent ici à nos côtés sur le plateau de Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains. Yohan, eh bien, pour commencer, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, du coup, je m'appelle Yohan Lamiral, j'ai 24 ans et donc originaire d'Aix-les-Bains. Et je fais de l'aviron depuis 2012 au club d'aviron d'Aix-les-Bains. Donc voilà, tout simplement. Génial. Comment tu as découvert l'aviron finalement ? Alors c'est du coup un membre de ma famille qui était, plusieurs membres de ma famille qui étaient au club d'Aix-les-Bains. Du coup un jour ils m'ont dit ça te dit d'essayer l'aviron. J'y suis allé, j'ai tout de suite accroché. Donc je me suis inscrit pour une saison. Tout de suite je me suis fait des copains. Au début c'est comme ça, on commence. Il y a beaucoup de copains, on y va, on est content, et puis au fur et à mesure, il commence à y avoir des compétitions, on commence à bien s'en sortir, et puis on monte en niveau, et puis voilà. Ah ouais, une chouette aventure quoi. Donc depuis 2012. Depuis 2012, ouais. Tu es licencié donc à l'Entente Nautique d'Aix-les-Bains, Aviron. C'est un club qui a de nombreux athlètes, de nombreux licenciés, mais surtout de nombreux athlètes prometteurs, je dirais, même certains qui ont déjà un très beau palmarès. Je pense qu'il y a une très belle émulation au sein du club, et puis même, je dirais, un peu du haut de tableau, quoi. Ouais, c'est sûr. Parler un peu, pour mon expérience à moi, c'est vrai que nous, ce qui nous a fait tenir avec tous mes amis, tous ceux qui sont allés, qui ont atteint pour la plupart l'équipe de France et de toucher le haut niveau, c'est vraiment l'émulation. On allait au club, on était 10, on s'entraînait. C'est sûr que c'est plus facile que quand on est tout seul. Donc, bien sûr. Donc on a cultivé ce truc-là pendant des années, et puis les jeunes le font derrière nous et essayent de faire pareil. Donc ouais, c'est cool. Ouais. Il y a du monde, et comme ça permet de bien s'entraîner, ça donne envie d'y aller. Il y a une bonne ambiance et ça fait tenir. Et c'est plaisant, quoi. C'est un peu l'ADN qui motive à s'entraîner et puis à perdurer finalement dans le sport. Parce que ce qu'on disait avec Simon Pacard juste avant, notamment dans le trail, le sport, eh bien, c'est chouette, mais c'est aussi usant. Et comme tu le rappelles, cette bande de copains, tes débuts, c'est ce qui permet de garder le cap et de toujours garder cet esprit un peu parfois jeune fougueux quand on arrive dans un sport, et de se dire, en fait, il faut que ça reste avant tout du plaisir. Ouais, c'est ça. C'est ça.
En termes d'entraînement, finalement, tu t'entraînes donc ici, j'imagine. Raconte-nous. Alors, du coup, je m'entraîne très peu au club d'Aix-les-Bains. Ok. Moi, je suis au pôle France à Lyon, Ouais. donc sur le parc de Miribel. Il y a un pôle qui est installé depuis une trentaine d'années, qui a formé parmi les meilleurs rameurs français. D'accord. Et donc, je suis là-bas depuis plusieurs années et on a du coup un groupe avec plusieurs membres de l'équipe de France, masculine et féminine. D'accord. Ok. Et donc, on s'entraîne tous les jours là-bas avec des coachs qui sont aussi des coachs en équipe de France et qui peuvent nous suivre au quotidien. Donc, c'est plutôt bien. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment des coachs qui adaptent le collectif France, mais aussi de l'individualité, je dirais. Au cas par cas. C'est ça. En fait, on a un programme global. Ouais. Et puis après, forcément, on adapte selon la forme, selon tout ça, au cas par cas. Driss ? Je voulais te parler un peu de la pratique en elle-même. Je me suis toujours posé la question, je sais que c'est un sport qui demande énormément de force dans le haut du corps et dans le tronc du corps, etc. Est-ce que vous travaillez le foncier en dehors de l'aviron ? Est-ce que vous allez courir pour aussi avoir un peu plus d'endurance ? Je sais que les longs relais souvent demandent de l'endurance. Est-ce que vous travaillez ça aussi ? Ouais, bien sûr. En fait, le plus gros de notre entraînement, ça va être un entraînement en aérobie avec des séances qui vont aller entre 1h30 et 2 heures globalement. Donc du coup ouais, c'est ça, le plus gros c'est de l'endurance. On va faire donc après de l'aérobie modérée ou intense ou parfois plus calme quand il y a des périodes où il faut qu'on décharge, mais oui, le gros de notre effort c'est ça. Et ensuite on va avoir des séances où là en musculation on va développer notre force, des jambes, le haut du corps pour être bien complet. Et puis voilà, ouais, donc ouais, c'est ça, le plus gros de l'entraînement ça va être de l'aérobie, donc beaucoup en bateau, beaucoup sur le rameur en salle. Et après on fait quand même aussi pas mal de vélo en salle ou de vélo en extérieur pour ceux qui peuvent aller rouler, ou aussi de la course à pied par exemple, ou du ski de fond l'hiver pour vraiment ce côté endurance et ce côté cardio quoi. Est-ce qu'il y a une sorte d'assimilage avec ton coéquipier ou les autres rameurs qui sont avec toi par rapport à leur capacité d'endurance ou même de force pour ramer le plus vite possible? Alors, ouais, globalement, on suit tous le même programme, donc on est quasiment formaté pour faire la même chose, entre guillemets. Après, forcément, tout le monde a ses spécificités. Il y en a qui vont être beaucoup plus forts, d'autres qui vont être plus explosifs, ou, entre autres. Et après, la question va plutôt se poser techniquement, en fait. Est-ce que les 2 personnes, les 4 ou les 8 personnes vont être compatibles? Et c'est là où ça va vraiment être le plus compliqué. Ouais, c'est plus sur l'aspect technique, en fait, sur les façons de faire quand on rame. Il y a vraiment une question d'adaptabilité. Mais après, sur la question de l'effort et de l'entraînement, comme on fait globalement tous la même chose, là, c'est assez facile de s'adapter, en fait. D'accord. Et désormais, pour revenir sur ta saison 2024, tu as également vécu un grand moment, je dirais, puisque tu as joué les sélections olympiques pour les JO de Paris. Raconte-nous. Ouais. Alors ça, c'était un super moment. C'est vrai que je m'y attendais pas dans l'année parce que il y avait eu un peu des rebondissements sur ce projet du 4 de coupe dans lequel j'ai été engagé. Et en fait, on a appris qu'on allait participer à cette régate de qualification pour les Jeux. On l'a appris 2 semaines avant. Ah ouais. Donc oui. en fait, on était donc tous les 4 réunis pour faire une course en bateau individuel en skiff et pour envoyer le meilleur des 4 en bateau individuel à cette qualification. Et comme on a fini tous les 4 très proches, à la fin de la course, il y a une réunion et tout, et là, ils délibèrent et nous disent, nous, on vous propose de partir en 4. Et donc, on se dit, waouh, on n'était pas prêts, on s'attendait pas à ça. Énorme. Et donc, ouais, par contre, c'était vraiment, on s'est pas qualifié. Voilà, quelque chose comme 2 secondes, il me semble. On finit 4e, il fallait finir dans les 2 premiers. Ouais. Mais c'était vraiment pour moi une super aventure. J'avais jamais connu de compétition avec ce tel niveau de pression et puis le tel niveau qu'il y avait dans les résultats quoi. Ouais, énorme. Et j'ai trouvé ça c'était à la fois impressionnant et à la fois super, et ça m'a donné vraiment envie de continuer et de repartir et de me dire que ce sera mon tour la prochaine fois. Bien sûr, c'est motivant, il faut le voir plutôt comme ça. Bon, sur le coup, ça doit être quand même, on s'investit, donc c'est toujours
déstabilisant, je dirais, mais finalement, bon, bah, tu te dis, tu es quasiment au début de ta carrière. C'est plutôt prometteur de vivre ça à ton jeune âge. Faut plutôt le voir comme ça, c'est formateur même. Ouais, bien sûr. Bah déjà oui, c'était la première fois que je participais aux qualifications pour les Jeux Olympiques. Et en plus de ça, en l'apprenant 2 semaines avant, on n'avait pas non plus la pression d'un travail de plusieurs années tous les 4 ensemble. Ouais. Enfin, pour ma part en tout cas, parce que du coup c'était nouveau. Et donc en fait c'était forcément une certaine pression pour pouvoir se qualifier, mais c'était pas négatif. Et donc je me suis dit bah en fait là on y va, on n'a rien à perdre, on n'a jamais rencontré aucun des bateaux qui sont là. C'est bonus. Ouais, c'est ça. On y va et classe. Un point sur la saison 2025. Quels sont tes grands objectifs? Alors pour commencer, le premier objectif qui va être pour l'instant le plus important de ma saison, c'est les championnats de France en bateau court, en bateau individuel, en skiff, qui sont du coup dans 1 mois, 4 semaines. Ok, c'est demain. C'est ça. On est en pleine prépa là, donc c'est ça. On s'est entraîné tout l'hiver correctement, et là le but ça va être d'aller chercher la meilleure place possible. Et ensuite ça participera aux qualifications et aux étapes de qualification pour l'équipe de France, pour pouvoir aller ensuite faire des championnats d'Europe, potentiellement des coupes du monde et les championnats du monde. Mais pour l'instant, j'ai pas de visibilité. En fait, ça dépendra vraiment des championnats de France, quoi. Ils se déroulent où les championnats de France? Les championnats de France se déroulent à Casaubon dans le Gers. D'accord. Donc Okay. c'est un peu loin, c'est tout le temps là-bas. On sait que on va là-bas tous les ans. Ouais. Et tous les ans, on fait ce championnat là-bas. Mais si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose où tu avais plutôt réussi dans les années précédentes. Tu as quelques titres sur ces championnats-là. Alors sur ces championnats-là, j'ai fini 2 fois 3e sur les 2 dernières années. Et donc j'espère faire mieux cette année, essayer d'aller battre et prendre le titre. Ceux qui sont devant moi. Ouais, c'est ça. Donc des 2 qui m'ont battu les 2 dernières années, il y en a qu'un qui va participer. Et donc je vais essayer de tout faire pour aller le chercher, pour aller le battre. Ouais. Et au pire des cas, finir 2e. Au pire des cas, finir 2e, je sais pas, on va essayer. Après, forcément, il n'y a pas tout seul, il y a d'autres personnes, il y en a devant, derrière. Et de mémoire, donc, tu as également participé, même brillé d'ailleurs, sur les Europes. Alors, sur les championnats d'Europe, on a terminé 8e, du coup, l'année dernière, en double. Ouais. Et donc là, pareil, c'était notre première compétition en élite. Enfin, pour moi, c'était ma première compétition. Je découvrais. On était dans un bateau un peu nouveau. On n'est pas beaucoup ramé ensemble non plus, et on s'est vraiment fait plaisir et vraiment fait des bonnes courses. Et donc, on s'est dit, c'est plutôt prometteur. C'était aussi du coup un rameur qui a le même âge que moi. Et on s'est dit, c'est plutôt prometteur pour la suite et puis pour l'Olympiade du coup de 2028, quoi. Pour l'Olympiade tout à fait. Ça crée forcément des liens et puis aussi des projets aussi qui peuvent aussi tenir en haleine sur le plus long terme, je dirais. Donc c'est pas forcément tout perdu. Tu es également Johan ambassadeur de la ville d'Aix-les-Bains. Donc une fierté, j'imagine, de pouvoir représenter au plus haut niveau, en tout cas déjà au niveau France, les couleurs, les valeurs de notre ville. Ouais, tout à fait. Donc j'ai la chance d'être ambassadeur sportif aixois depuis 2 ans maintenant, et ça fait vraiment plaisir que la ville nous voit et aussi de représenter la ville d'Aix-les-Bains sur toutes les compétitions. Donc déjà sur toutes les compétitions nationales, quand on vient avec nos couleurs de l'Entente Nautique d'Aix-les-Bains, qui a quand même été un grand club et qui il y a quelques grands noms quand même. C'est ça, qui est quand même plutôt pas mal, et c'est vraiment une fierté de représenter ce club et cette ville qui nous soutient. Et puis, comme tu le dis, qui rayonne au plus haut niveau. Donc c'est chouette en tout cas, mais bravo, parce que c'est aussi par le biais de ton parcours aussi, notamment parce que tu apportes aussi cette vraie plus-value à ce club. Donc c'est chouette en tout cas. Eh bien, en tout cas, Johan, merci beaucoup d'être venu à nos côtés. Merci à vous de m'avoir invité. C'était avec plaisir. Pour échanger sur l'aviron, mais aussi pour échanger bien sur ton parcours. Nous, en tout cas, on te souhaite vraiment plein de réussite pour la suite.
Voilà, Merci. on va continuer évidemment de suivre ce que fait le club, ce que fait aussi les athlètes prometteurs de demain et même actuellement comme tu l'es. Donc c'est chouette et puis bravo. Faut continuer sur cette dynamique. Merci en de tout cas, l'invitation. Johan. Nous les amis, comme d'habitude, nous allons finir l'émission avec les chroniques de Justine. Justine, tu voulais nous parler de Jimmy Lalin. Et oui, on avait pu présenter le gala de boxe d'Aix-les-Bains il y a de ça moins d'un mois, je crois, Oui. où nous avions parlé de Jimmy Lalin, lui aussi ambassadeur aixois, qui était la tête d'affiche de ce gala. Et notre aixois n'a pas manqué son rendez-vous puisque pour son 5e combat professionnel, il s'impose après un combat en 6 rounds et il explique s'être fait surprendre par la puissance de son adversaire, mais il a pas lâché et ça a payé puisqu'il ressort vainqueur et c'est donc sa 4e victoire en 5 matchs professionnels et donc on félicite notre ambassadeur aixois qui est très prometteur pour la suite en tout cas. Et oui, une saison waouh, en tout cas qui est plutôt réussie. Marielle Berger-Sabatel. Et oui, elle aussi, elle fait une belle saison, qui est elle aussi ambassadeur aixois. Décidément. Et on l'a reçue au début de la saison. Marielle ramène une belle médaille d'argent qu'elle remporte en Coupe du Monde de ski cross au Canada. C'est son 5e podium de la saison et elle se classe donc 6e au classement général, juste avant le début des championnats du monde qui ont déjà débuté. On a pu le voir avec une victoire de Perrine Lafont. Et donc on espère une première médaille d'or pour Marielle. Et en tout cas, Radio Grand Lac est à fond derrière elle. On espère l'avoir vainqueur. Tout à fait. Une page biathlon également. Et oui, comme d'habitude, nos Savoyards brillent en biathlon sur l'étape en Slovénie la semaine dernière. Julia Simon nous offre encore une fois une belle médaille d'or sur la course individuelle avec aussi une 5e place pour Océane Michelon, une 6e pour Justine Brezas-Bouchet et une 7e pour Lou Jean Monod. Et enfin, une 10e place pour Jeanne Richard. Ça fait donc 5 Françaises dans le top 10. On note aussi la victoire de Lou Jean Monod et aussi celle d'Éric Perrault sur la mass start. Et les Français nous offrent aussi une très belle médaille d'argent sur le relais mixte. Donc, que rêver de mieux? Et puis, je vais faire un petit point classement pour le moment, puisque chez les messieurs, on retrouve Éric Perrault à la 3e place, Émilien Jacquelin à la 4e et Quentin Fillon-Maillet à la 6e. Et chez les femmes, Lou Jean Monod se classe 2e. Derrière elle, à la 3, 4, 5e place, on retrouve respectivement Julia Simon, Jeanne Richard et Océane Michelon. Et Justine Brezas-Bouchet se classe quant à elle à la 7e place. Donc encore une fois, les Savoyards nous font rêver cette année. C'est certainement pas terminé puisque les prochaines et dernières courses de la saison auront lieu dès demain à Oslo. Donc j'espère avoir autant de bonnes nouvelles pour nos auditeurs à la prochaine chronique. Et oui, en effet, une saison waouh, biathlon assez dingue. Et enfin, les 10 km d'Aix-les-Bains qui arrivent à grands pas à Aix-les-Bains, et forcément. Oui, pour la première fois, le village des 10 km d'Aix-les-Bains ouvrira ses portes dès demain avec des animations pour adultes et enfants, de la restauration et aussi et surtout une bonne ambiance. Dès demain, de 14h à 18h, un village de marque sera ouvert à tous. Puis samedi, place à la marche avec un parcours non chronométré de 10 km au bord du lac avec un super échauffement en musique dès 9h30 et un départ à 10h. Vous pourrez également retrouver un parcours athlétique pour les enfants. Donc de quoi les faire se dépenser. Et puis dimanche, le grand départ à 9h45 pour les 10 km d'Aix-les-Bains au niveau de l'esplanade. Donc un parcours encore magnifique au bord de notre beau lac. Et puis les podiums auront lieu dès 11h30. Donc que vous veniez courir ou encourager, ça promet une super ambiance en tout cas. Merci Justine pour cette excellente chronique qui met bien en avant la dynamique événementielle sportive de notre territoire. Driss, c'est à toi avec une page foot pour commencer, notamment le FC Annecy. Exactement, on commence par Annecy avec des mauvaises nouvelles, décevantes séries pour Annecy qui enchaîne les revers avec encore un nul face à Rodez. Après les avoir loués toute la saison, ils arrivent un peu au bout de piste en ce moment et commencent à lâcher totalement ses chances d'accrocher un barrage. 4e match sans victoire pour le FC Annecy. La dernière victoire, c'était le 17 février face à Caen, qui est une équipe qui est en grande difficulté en Ligue 2. Ça avait commencé avec la défaite à Martigues, surprise,
parce que ils sont relégables depuis le début de la saison. Et là récemment, le déplacement très compliqué à Metz avec une défaite 5-1, donc une équipe qui est un peu en difficulté, surtout que Metz est deuxième de Ligue 2 et a vraiment beaucoup de chances de monter en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, une vraie démonstration du second de Ligue 2. Et enfin, le nul au Parc des Sports contre Rodez, 1 but partout. Annecy descend à la 7e place, à 5 points de Guingamp, dernier barragiste, et à 15 du leader lorientais. Prochain rendez-vous à Pau, vendredi prochain, parce que en ce moment c'est la trêve internationale. Ouais. Mais comme je l'ai dit en tout début, c'est vrai que on voit Annecy qui est un peu en bout de piste. Plus cette même dynamique qui leur a permis de jouer le haut de tableau toute cette saison. C'est compréhensible, c'est vrai que Annecy avait eu des saisons un peu compliquées où ils ont joué le maintien les saisons précédentes, donc ce sera peut-être la leçon à retenir de cette saison, trouver une longévité sur une entièreté d'années et pourquoi pas un jour jouer le barrage. Bon, après là on peut pas abandonner à 100% non plus parce qu'il y a que 5 points et ensuite si t'accroches cette 5e place, tu pourrais potentiellement jouer une montée en Ligue 1. Ça sera très compliqué. On se rappelle de leur fin de saison boulet de canon l'année dernière. Pourquoi pas relancer un peu la machine dès ce déplacement à Pau. Le Chambéry-Savoie Football. Les Chambériens stoppent enfin l'hémorragie, mais pas de la meilleure des manières. Après 5 défaites consécutives, ils reviennent de Lyon avec un bon point contre la réserve de l'OL. Donc ça fait plaisir pour les hommes de Stéphane Bernard qui avaient une période très difficile et on les avait reçus il y a 2-3 émissions de là. Donc voilà, c'était peut-être une sorte de réveiller aussi l'ensemble du groupe, de se dire qu'on est capable d'aller chercher des points difficiles face à un haut de tableau de notre poule. La course au maintien s'annonce très chaude. Le CSF est 13e sur 14, mais les 6 derniers se tiennent en 2 points seulement. Donc c'est très serré. Juste la réserve de Saint-Etienne qui a quelques points d'avance sur ce gros groupe. Voilà, les 5 derniers descendent, sauf peut-être le 10e qui sera repêché dû au fait que ce sera le meilleur de certaines poules, parce qu'il y a différentes poules de N3. Donc voilà, ça donne un peu d'espoir pour le CSF. J'espère qu'ils finiront aussi très fort. J'ai l'impression aussi que dans leur calendrier, ils ont passé un peu les étapes un peu plus difficiles. Ils ont eu un enchaînement avec 5 des 6 meilleures équipes de leur poule, donc ça leur permettra aussi de jouer des équipes un peu moins bien classées sur le papier, mais il faudra faire la différence et choper ce maintien. Il y aura sûrement aussi des matchs à 6 points contre des adversaires directs. Ce sera très important de bien les négocier pour envisager le meilleur pour le CSF. Donc on leur souhaite le meilleur et on espère qu'ils arriveront à se maintenir en N3. Exactement. Et également le Aix-les-Bains Football Club. Les Aixois se donnent un peu d'air. Les hommes d'Eslassi s'offrent 2 succès de suite en R2. C'est la première fois que ça arrive cette saison, donc ça fait plaisir. Face à Chili, à l'extérieur de Busa 1, donc aussi un adversaire direct. Ils étaient à 6 points derrière eux avant ce match. Donc ça fait plaisir. Je vais vous dire ce que Rafik Eslassi a prononcé après ce match. On a obtenu une belle victoire qui confirme notre bonne disposition collective actuelle. Félicitations à l'équipe pour ce beau succès. Maintenant, place au match contre Evian pour renouer avec la victoire, cette fois-ci à domicile. Et c'est ce qu'ils ont fait, les hommes de Eslassi. Une victoire à domicile face à Thonon, donc 2 succès de suite. Une équipe qui était bien placée aussi avant la rencontre, 6e de leur poule. Ça leur permet de revenir au même point que Chili d'ailleurs, 10 points tous les deux. 2 victoires consécutives, 4 en tout cette saison, donc c'est vrai de prendre 2 victoires sur 2 semaines alors que t'en as eu 2 sur une partie de saison, ça fait vraiment du bien pour le groupe, qui va se concentrer pour ce maintien. Une victoire maîtrisée d'ailleurs face à Thonon, donc ça a été plutôt étonnant de les voir aussi bons dans cette première période, même si la deuxième a été un peu moins impériale. 6 points sur 6 en 2 matchs et Aix revient à la hauteur de Chili, comme je vous l'ai dit. Prochain match contre le leader qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison, c'est le GFA, donc le groupe de Rumilly. On espère qu'ils arriveront aussi à prendre quelques points ou même aller créer la surprise et prendre cette victoire et s'installer vraiment dans ce ventre mou et pourquoi pas se maintenir le plus tôt possible. Parfait, une page basket avec le Aix-Maurienne Savoie Basket. Après leur défaite très étonnante à Chartres, qui est une équipe en difficulté en Pro B, même son dernier de Pro B, ça a été une défaite, je pense, très dur à encaisser parce que c'est d'1 point en plus. Les Aixois se sont bien remobilisés avec 2 énormes victoires de suite contre le 3e Adablo
et le leader Boulazac. Donc c'était vraiment 2 semaines Énorme. exceptionnelles pour Aix-Maurienne. Et avec la manière, parce que c'est une démonstration d'adaptation défensive pour limiter ces deux équipes à moins de points qu'eux au final. Et limiter les leaders à 62 points dans un match, c'est juste incroyable. Et Aix l'a fait, donc ça promet pour les matchs en play-off où il faudra augmenter l'intensité défensive. Parce que je pense que en saison régulière, il y a un peu moins d'intérêt forcément avec la longueur. Là, quand les playoffs commencent, et c'est le tournoi de fin de saison, l'intensité augmente et on voit des joueurs bien plus concernés. Donc, on espère que Aix arrivera à monter ce step et à élever son niveau de jeu global. Prochain match à Marlios contre Caen, 10e. Il aura lieu demain à la salle à Marlios. Ça promet. Exactement. Un point hockey sur glace avec les éléphants de Chambéry. La saison terminée pour nos hockeyeurs de Chambéry, malheureusement. Hélas. Voilà, les phases finales ont débuté en D1 pour nos éléphants et elles ont très vite fini. Après la défaite contre Nantes pour le dernier match à domicile de la saison, 5-3, les éléphants ont hérité de la 10e place, donc ils savaient d'office qu'ils allaient affronter le 7e qui était Strasbourg, et le duel a tourné pour les Alsaciens. Pour rappel, c'est le premier en 2 victoires avant les quarts de finale, et là c'était les 8e du coup. Avait pris le dessus dès le premier match à Strasbourg, puis Chambéry a égalisé à l'extérieur pour enfin s'incliner dans le 3e match 5-3 à Chambéry. Malheureusement, c'est dommage parce que Chambéry avait repris l'avantage du terrain en finale, et ce 3e match décisif qui se passait à la maison, ils ont pas su en profiter. La saison se finit prématurément, mais voilà, on n'avait pas eu autant de satisfaction au bout de cette saison, pas autant que l'année dernière du moins, même s'ils avaient réussi malgré une saison moyenne à accrocher pas mal d'équipes pour se hisser en finale. On n'a pas eu ce même exploit et malheureusement on est un peu déçu de ça. On espère que voilà, ils arriveront à trouver un peu plus de stabilité en saison régulière l'année prochaine. Du rugby avec les Chambériens du SOC Rugby. Le SOC s'est imposé dans le choc de national au Chambéry Stadium avec un match très complet, mené de bout en bout, 37-20 face à Rouen, qui a longtemps été le dauphin de Chambéry cette saison. Rouen d'ailleurs craque un peu dans cette fin de saison, en approche du tournoi de fin de saison. Le SOC participera du coup sans aucun doute au tournoi de fin de saison, sauf tremblement de terre. 6 points d'avance sur leur dauphin Narbonne, qui a un match en moins malgré tout, et déplacement à Tarbes dans les Pyrénées demain à 19h30 pour agrandir cet écart. Et confirmer. Et finir cette saison en étant premier, ce serait une belle récompense pour le groupe et de quoi bien entamer cette phase finale qui arrive très 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 vite dans 5 week-ends. Et potentiellement rêver, en tout cas on l'espère. Exactement. Et enfin le handball avec la Team Chambé. Alors le handball, on est un peu replongé. Team Chambé replonge dans ses travers, défaite à Nîmes, 6e de 6 buts. Donc avec la manière quand même. On s'attendait à mieux. On avait parlé il y a 2 semaines de cette victoire à Toulouse qui nous a fait pas mal de bien, parce que Toulouse c'est une belle équipe de Star League. Tout à fait. Et Chambéry était vraiment en difficulté dans ce début de saison. Donc voilà, c'est une vraie défaite qui fait encore mal. On est à 3 matchs de championnat de retrouver cette Coupe de France qui pourrait nous servir d'échappatoire. On le rappelle, c'est le PSG début avril qu'on affrontera pour se hisser en finale. Et ils se reçoivent Istres dimanche pour un match crucial pour le maintien, parce que c'est aussi un adversaire direct. Chambéry est 13e, Istres 14e avec 3 points d'avance, donc ça permettrait de faire un vrai trou de 5 points. Ou de voir Istres revenir à 1 point, donc ce serait très dangereux pour ce maintien. Il faudrait que Chambéry se hisse un peu plus haut pour avoir une fin de saison plutôt tranquille. En effet, une saison assez compliquée pour nos amis de la Team Chambé. Merci Driss pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Les amis, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2 Imparté. Justine, Driss, un grand merci. J'ai pris une nouvelle fois beaucoup de plaisir à co-animer cette émission avec vous. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. En attendant, on reste en contact via les réseaux sociaux de la Radio Grand Lac. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac, on adore. Sur le 92.1, Radio Grand Lac vous donne le meilleur de la musique.